Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler livres qui se passent en automne. C'est pas des livres que j'aime lire en automne comme certains et certaines l'ont fait. Certains ont parlé de livres et certains ont présenté des livres qu'ils aiment lire en automne, le genre de livres qu'ils aiment lire, les livres qu'ils conseillent pour l'automne. Moi c'est pas ce que je fais, c'est vraiment des livres qui se passent en automne. C'est-à-dire que dans chacun d'eux c'est précisé qu'on est en septembre, en octobre, en novembre, enfin bref. Ou alors que c'est Thanksgiving, tout ça. Du coup, voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Il y en a 6. Alors, je sais, on est à la fin de l'automne, mais il reste encore plus d'un mois, parce que l'hiver, c'est que autour du 20-22 décembre. C'est pas début décembre, l'hiver, hein, on a encore le temps, hein, en novembre et en décembre. Voilà, du coup, je vais vous présenter ces 6 livres et à chaque fois, je vais vous un petit peu résumer le livre et vous dire exactement quand ça se passe ou pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo-là. Bref, c'est parti. Le premier, c'est La communauté du Sud, le tome 2, Disparition à Dallas de Charlène Harris. C'est une saga que j'ai abandonnée. Je vous mettrai en barre d'infos la lecture dans laquelle je parle du tome 4, qui est le tome que j'ai abandonné. Et donc j'ai abandonné la saga, mais j'ai encore les tomes en fait. J'ai pas encore, je me suis pas encore débarrassée des livres, je les ai pas encore revendus. Du coup, voilà, ils sont encore ici. Et donc dans cette saga, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été adapté en série déjà de 1. La série c'est True Blood, je pense que vous connaissez au moins la série. Et si vous ne saviez pas, eh bien c'est adapté des livres de Charlène Harris. Et donc dans cette saga, on va suivre Suki qui a un don particulier et qui vit en cohésion avec les vampires et qui va découvrir qu'il y a d'autres types de créatures surnaturelles aussi vers où elle habite. D'ailleurs, elle habite dans le sud des États-Unis, je ne sais plus quel état c'est. Et donc du coup, on est en automne, hein, c'est sûr, on est au début de l'automne, on est fin septembre, je crois, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Mais il fait chaud parce qu'on est dans le sud des États-Unis, donc c'est un peu comme si on est, c'est un peu comme fin septembre à Marseille. Bah, voilà, c'est fin septembre, on c'est le début de l'automne, oui, mais bon, t'es à Marseille, donc bah, il fait chaud quoi. C'est un peu le même principe, donc il fait encore un peu chaud. Les gens sortent en petite veste, c'est le cas ici aussi, hein, j'habite près de Bordeaux, donc c'est le cas ici aussi. Fin septembre et même début octobre, tu sors en petit pull avec une petite veste et t'as pas froid en fait, parce qu'il fait pas froid, même si on est déjà en automne. C'est le principe ici, donc si vous aimez bien les livres avec l'automne où il pleut et l'automne cocooning, c'est pas le cas ici. Mais on est en automne. Donc par exemple, ça correspond à la catégorie, je sais plus le nom de la catégorie, mais il y a une catégorie où il faut lire des livres en rapport avec l'automne dans le Pumpkin Golden Challenge. Du coup, ça correspond. Et pour les gens qui aiment pas trop l'automne, c'est un bon moyen de remplir cette catégorie-là, je trouve. Voilà, j'ai bien aimé les tomes que j'ai lus, mais au bout d'un moment, Suki s'est mise à me taper sur le système. Et j'avais plus envie de faire l'effort de lire le livre et de lire la saga, en fait, tout simplement. Je me suis pas énervée, j'en veux pas à l'autrice, je suis pas dégoûtée par le livre, je suis pas agacée par ma lecture. Mais juste au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je continue à lire en fait? Ça ne m'apporte pas grand chose. Je lève les yeux au ciel et je soupire. C'est peut-être pas une bonne idée de continuer. Du coup, j'ai arrêté la saga, mais ça se lit bien et ça reste une saga pas trop mal, on va dire. Ensuite, on a Beautiful, donc le tome 5 de Beautiful, écrit par Christina Loren. C'est beaucoup mieux d'avoir lu les tomes 1, 3 et 4 au moins avant de lire ce tome 5. Je dis au moins parce qu'il y a aussi des demi-tomes et des nouvelles qui s'intercalent et qui sont entre les tomes et tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais en fait, dans ce tome-ci, comme c'est le dernier, le tout dernier de la saga, les autrices, puisqu'elles sont deux, font un bilan sur... on a un nouveau couple à suivre, mais elles font à la fin un bilan sur tous les couples qu'on a rencontrés avant. Ce qui fait que si vous lisez pas les tomes d'avant et que vous lisez que celui-ci, bah vous allez avoir la conclusion de toutes les histoires de la saga sans avoir lu les tomes. Donc c'est un peu dommage, mais vous pouvez le faire quand même. Et donc ici, on rencontre Anna et Will, qui sont... Anna est liée à une autre saga écrite par les autrices. Ça, c'est hyper cool. J'adore quand elles font ça. En plus, c'est pas gênant si t'as pas lu l'autre saga, mais c'est génial si tu l'as lu. Et Will est donc lié, est lié au garçon de la saga qu'on suit déjà. Voilà. Du coup, voilà, on va suivre ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Je l'ai mis ici dans cette vidéo parce qu'on nous parle de femmes qui tombent à plusieurs reprises et qu'on est aussi en vacances. Donc, c'est un peu. Je ne sais pas si aux États-Unis ils ont les vacances de la Toussaint. Je sais pas si ça existe, mais voilà, il doit y avoir une période de vacances. C'est peut-être les vacances même de Thanksgiving pour eux, parce que Thanksgiving est en automne. Mais voilà, à plusieurs reprises, il fait froid, il faut mettre des pulls parce qu'il commence à faire froid, et il y a les feuilles qui tombent. Donc forcément, on est en automne. Et en plus, niveau couleur, on est pas mal. Donc voilà, j'ai bien aimé. Globalement, j'adore cette saga. C'est une saga que j'aime énormément.
c'est pas loin d'être ma saga préférée de romans érotiques. Parce que oui, ce sont des romans érotiques. J'adore Christina Loren, j'adore ce qu'elles font. Et j'adore ce saga. Voilà. Du coup, c'était l'occasion aussi de la remettre ici et de vous la reconseiller au cas où c'était pas le cas. Au cas où vous l'avez pas encore lu, quoi, en fait. Ensuite, on a Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Bon, ici, c'est un peu passé puisque ça se passe pendant les vacances de la Toussaint. C'est la lecture parfaite pour le soir de Halloween. Donc, c'est un peu tard parce que ma vidéo sort un peu tard. Mais en vrai, pour novembre, ça passe aussi. Ça fait partie des livres où, quand je les ai rangés dans ma bibliothèque, je me suis posé la question de est-ce que je le range vraiment? Est-ce que je le garde vraiment? Parce que je l'ai lu, j'ai été au bout. C'est sympa, mais franchement, je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. On va y rencontrer Sibylle, qui est une jeune fille qui doit avoir entre 13 et 15 ans, peut-être 12, je sais plus. Mais en fait, sa mère, le métier de sa mère, c'est d'aller dans les maisons qui ont été vendues ou qui vont être vendues. Et en fait, les propriétaires n'ont pas envie de débarrasser leur maison, donc il reste des vieux meubles, il reste des vieux éléments de déco, des trucs qu'ils ne veulent plus. Et donc, du coup, la mère de Sibylle, elle se rend dans ces maisons et elle les vide. Elle les trie, elle fait de la récup, elle revend ce qui se peut, elle répare ce qui doit être réparé, elle retape s'il faut, et donc du coup voilà. Et au début du livre, on lui demande de faire ça dans un vieux manoir, et sa fille est passionnée par tout ce qui est vieux manoir, Halloween, les chats noirs, enfin bref, elle adore tous les trucs un peu gothiques en fait. Et donc du coup, elle propose à Sibylle de venir avec elle, et Sibylle va trouver une poupée dans cette maison, et à partir de là va commencer vraiment l'histoire. J'ai beaucoup aimé le livre, vraiment. En fait, j'ai surtout adoré la fin et le message de fin. Le message est génial, le message est extrêmement fort, c'est très bien écrit, c'est très bien construit, c'est très bien pensé pour les enfants, c'est juste génial. Et même pour les ados de 12-13 ans qui se posent ces questions-là, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Mon problème, c'est que toutes ces réponses et toute cette réflexion arrivent trop tard, en fait. Elle arrive genre, franchement, sans déconner, elle doit arriver 20 pages avant la fin. Et c'est dommage, en fait, d'avoir mis autant de temps à le mettre en place et à le révéler, quoi. Alors oui, c'est un mystère, et oui, quand tu le lis, tu te dis waouh, ah ouais, ok. Mais on aurait pu l'avoir un peu plus tôt quand même. Voilà, j'étais en train de nous chercher un dessin parce que c'est illustré. Vraiment, le message est génial, c'est très bien écrit. Vincent Tassi a une plume géniale, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis restée un peu en mode... c'est dommage d'avoir traîné autant pour nous le dire, en fait, parce que on aurait pu beaucoup plus développer le message et la révélation de fin, plutôt que de piétiner un petit peu avant de nous le révéler. Mais ça reste un très bon livre, c'est très bien écrit, c'est très cool pour les enfants, c'est top. Et en fait, je ne veux pas vous dire le message, je ne veux pas vous dire la fin, parce que déjà que j'ai trouvé que c'était long, alors si en plus je vous le dis, vous allez l'attendre, et enfin, ce serait très dommage, et puis ce serait spoiler la fin du livre quand même. Donc voilà, mais vraiment, le message est dingue. J'ai rarement vu ça en jeunesse, et je ne savais même pas que ça parlait de ça quand je l'ai commencé. D'ailleurs, c'est tout le but, hein, vu que c'est la révélation de fin. C'est un peu comme si, pour te vendre un thriller, on te disait ah, c'est Jean-Luc qui a tué. Mais si tu me dis ça, pourquoi tu veux lui, en fait, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est voulu, mais franchement, c'est génial. Euh, et pourtant, je me demande si je vais le garder ou pas. Oui, bah je... Ensuite, on a L'appel de la lune, donc le tome 1 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs. Celui-ci, je l'ai lu il n'y a pas longtemps du tout. Je l'ai presque lu au bon moment, mais bon, je crois que je l'ai lu en août ou en septembre. Donc, en vrai, j'étais pas trop loin, mais bon, ça se passe en mois de novembre. Et on y parle de Thanksgiving ici, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est une saga de Beatlit fantastique dans laquelle on va rencontrer donc Mercy Thompson, qui est une coyote-garou, et elle va être en fait, elle est en lien avec les loups-garous parce qu'elle habite, je crois, genre à 100 mètres même pas de la maison du chef de meute local. Et donc du coup, voilà. Et elle va aussi être un petit peu en lien avec les vampires. Je crois que ça arrive dans le tome 2. Et il y a d'autres trucs naturels qui vont se passer. Et elle se retrouve un petit peu mêlée à tout ça. Et j'aime beaucoup ce personnage-là, vraiment. J'adore ce personnage-là, j'adore cette saga. J'ai hâte de continuer d'ailleurs, déjà. Et voilà, je trouve ça vraiment vraiment cool. Ça se passe en novembre. Donc là, pour le coup, on est pile poil dans le thème. Thanksgiving n'est pas encore passé. Donc, Thanksgiving, c'est le dernier week-end de novembre. Je crois que c'est ça. Mais du coup, voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là et cette saga. Et pour ceux que ça perturberait, il y a une petite étiquette parce qu'il y a une carte. C'est une carte des Tri-Cities. Donc je sais plus le nom des 3 villes. Mais c'est 3, en gros, c'est 3 moyennes métropoles américaines qui sont situées proches, très très proches les unes des autres. Et du coup, ça s'appelle les Tri-Cities. Voilà, donc c'est là où vit Mercy Thompson. Voilà, on est sur des métamorphoses, des loups-garous,
du fantastique et des personnages vraiment, vraiment cool. On reste dans de la beat avec D'Outre-Tombe, le tome 6 de Chasseuse de la Nuit écrit par Diane Frost. Ici pareil, ce livre arrive un peu tard, mais au pire vous pouvez vous le noter pour l'année prochaine, puisque ça se passe en septembre, octobre, et c'est surtout centré autour de Halloween. On est avec un espèce de grand méchant qui a des pouvoirs et qui, la nuit de Halloween, c'est là le moment où les deux royaumes des morts et des vivants sont les plus proches, et donc du coup il va tenter de revenir parmi les vivants cette nuit-là. Donc c'est vraiment centré autour de Halloween, ça se passe avant et ça se conclut le soir de Halloween, ou peut-être le lendemain, mais voilà, vraiment c'est centré autour de Halloween. Donc c'est un peu tard pour cette année si vous voulez le lire vraiment au moment où ça se passe, mais vous pouvez vous le noter pour l'année prochaine. Vous pouvez aussi commencer cette saga maintenant et arriver au tome 6 pour l'année prochaine. Dans cette saga, on va suivre Kat, qui est chasseuse de vampires, et donc dans le tome 1, elle va rencontrer un vampire qui va lui expliquer que peut-être chasser tous les vampires, c'est un peu violent, c'est un peu un génocide, et c'est un peu pas utile en fait, parce qu'il y a des vampires qui sont bien et qui sont bons, et tous les vampires sont pas méchants par nature. J'aime bien ce message parce que on retrouve dans plein, c'est valable pour plein de catégories de la population. Tous les hommes ne sont pas méchants, toutes les femmes ne sont pas méchantes, tous les enfants sont pas cons, enfin voilà, il y a plein de catégories comme ça où t'as l'impression que tous les hommes, tous les gens comme ça sont comme ça, ben en fait non. Bah ici c'est le cas avec les vampires, et ça va me permettre de dénoncer pas mal de choses, et je trouve ça cool, surtout depuis que j'ai enfin trouvé pourquoi Kat me gonfle, parce qu'elle me tape un petit peu sur le système, mais pas assez pour que j'abandonne la saga, et même pas assez pour que j'identifie pourquoi elle me tape sur le système. Du coup, en lisant les 3 nouvelles, j'ai fini par comprendre pourquoi elle me tapait un petit peu sur le système. Et depuis, bah, voilà, bref. Du coup, j'aime bien cette saga. Je vous la conseille. C'est pas la meilleure saga de Beat Lit. Par exemple, je préfère Mark Thompson que j'ai commencé bien après. Mais je préfère Mark Thompson pour l'instant. Mais ça reste une bonne saga avec des bons personnages. J'aime beaucoup le personnage masculin. Je vous dis pas son nom parce que on le découvre assez tard dans le tome 1 et j'ai pas envie de spoiler non plus. Mais j'aime beaucoup ce personnage-là. Et en gros, le personnage que j'aime le moins de la saga, c'est Kat. Tous ceux qui sont autour d'elle, je les aime beaucoup. Et elle, c'est celle que j'aime le moins, alors que c'est le personnage principal. Du coup, ça tique un peu, mais ça passe. Voilà. Bref, j'aime bien cette saga. Ce tome-là, en particulier, est centré autour de Halloween. Vous pouvez vous le noter dans un coin si jamais ça vous intéresse. Et puis ça se passe quand même en automne, donc vous pouvez quand même le lire en novembre. Bref. Et enfin, celui-ci correspond pile poil à la saison, c'est Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Je crois que je l'ai lu l'année dernière au mois de juillet, si je dis pas de conneries. Globalement, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus. Donc en fait, on va suivre Phileas Fogg, c'est ça, qui un jour il s'ennuie et il fait un pari avec un de ses potes, comme quoi il peut faire le tour du monde en 80 jours. Sauf qu'on est en 1872, et que du coup, bah, faire le tour du monde en 80 jours, c'est limite en fait, si tu réfléchis bien. Et donc du coup, il va vraiment faire le tour du monde. Le truc, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que il fait le tour du monde et le but, c'est qu'il aille le plus vite possible. Donc, il n'a pas le temps de s'arrêter dans les pays, de voir les cultures. Non, il passe de train, il fait un voyage à dos éléphants, puis il reprend un train, puis il reprend un bateau, puis il prend un bateau, puis il prend un train. Puis voilà, il passe que son temps à voyager et tu ne le vois que là-dedans. Et c'est un peu une course contre la montre. Alors, oui, c'est le but du livre et oui, c'est le but, mais c'est un peu trop rapide en fait pour moi. Et donc, il part le 2 octobre et il revient autour du 20 décembre de mémoire. Donc, pile poil pour la saison. Vous pouvez même le commencer en plein mois de novembre, parce que, à mon avis, à moins d'être très très long en lecture, mais vous ne mettez pas 3 mois à lire un bouquin. Du 2 octobre au 20 décembre, ça fait quand même quasiment 3 mois, sachant qu'il fait. Il fait quoi? Il fait même pas 300 pages, je crois. C'est ça, il fait 290 pages. Après, si vous voulez mettre 3 mois pour lire un livre de 290 pages, vous mettez 3 mois pour lire un livre de 280 pages. Moi, ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le rythme que vous voulez. C'est quand même beaucoup, 3 mois pour lire un livre de 290 pages. Surtout que c'est illustré. Alors, de temps en temps, on a des illustrations comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais toutes les, je sais pas, 15-20 pages, il y a un truc comme ça. Personnellement, je vois pas trop l'utilité et je trouve pas ça très joli et très intéressant. Mais il y a des illustrations. Voilà. Donc, du coup, pour la saison, c'est pile poil le truc. Là, on est pile poil dedans. Je suis contente de l'avoir lu parce que ça reste un classique jeunesse. Ça reste du Jules Verne. Je suis très contente de l'avoir découvert. Mais voilà. En fait, je reste sur ma faim dans le sens où c'est trop rapide. Vraiment. Et c'est dommage.
Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme tout le mois de novembre, je vous retrouve demain pour un vlog et après-demain pour une autre vidéo Booktube comme celle-ci. Je sais plus ce que c'est, ça doit être en MD de lecture, probablement. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.